France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Maison gauloise, serait-ce la hutte finale? Et oui, nous sommes toujours tributaires de notre imaginaire au moment d'évoquer l'habitat des Gaulois, des Gauloises qui nous vient en tête. C'est un petit village peuplé d'irréductibles qui résistent encore et toujours à l'envahisseur. Et nous les voyons, ces habitations en bois, couvertes de chaume, avec de la fumée qui sort de la cheminée. Mais à quoi ressemble réellement cette maison gauloise? Alors, hutte ou pas hutte? C'est la hutte finale, donc groupons-nous et demain nous aurons un village gaulois. Située à l'extrémité ouest du continent européen, la Gaule est aujourd'hui couverte de forêts. Dans les clairières, nous habitons des villages en bois. Les Gaulois sont les derniers venus des envahisseurs qui ont peuplé notre pays, immédiatement avant les Romains. C'est pour cela que ce sont eux que nous connaissons le mieux. D'accord ? Oui. Bon. Alors, en route pour la Gaule, car l'histoire de France commence avec... Les Gaulois. Voilà, et à ce moment-là, les oreilles des auditeurs, des auditrices saignent au moment de cette évocation par Annie Cordy de nos ancêtres les Gaulois, mais c'est plutôt le mythe autour des Gaulois ici qui est évoqué, et nous allons réfléchir peut-être aussi à ce mythe à travers la maison gauloise. Bonjour Pierre Péfaut. Bonjour. Vous êtes docteur en archéologie, chargé de recherche au CNRS, et bonjour Mélanie Marcel. Bonjour. Vous êtes archéologue et avec vous deux, nous allons réfléchir à cette maison gauloise. Pierre Péfaut, j'ai trouvé un terrain qui est pas mal. J'ai un peu aplani parce que c'est vrai que quand il y a des buts, c'est pas exceptionnel. Maintenant, je veux construire ma maison gauloise. Comment je m'y prends ? Alors il y a plusieurs possibilités. Une bonne partie des maisons gauloises étaient construites sur poteaux plantés, donc en bois, des charpentes en bois, donc avec des ancrages au sol. On creusait des trous, on ancrait les poteaux pour stabiliser la charpente. Et puis, il y a aussi d'autres techniques de construction qui étaient un peu sous-estimées jusqu'à récemment. Les Gaulois construisaient aussi en pan de bois, donc qui était un peu l'ancêtre du colombage. Donc là, pas de poteaux ancrés dans le sol, mais des cadres en bois avec des pièces horizontales, verticales, obliques, directement posées sur le sol. Et donc avec des remplissages pour les parois de terre crue, donc souvent du torchis, de la terre mélangée à de l'eau, des végétaux, plaqués sur un clionnage de branches ou sur des planches. Donc voilà à peu près. Et puis il faut ensuite penser au sol intérieur, donc là, sol en terre le plus souvent, et parfois sur des niveaux de préparation, donc c'est pas quelque chose de rustique, contrairement à une idée reçue. On a des chapes de cailloux, de tessons d'amphore réutilisés qui permettent de faire une chape d'isolation pour le sol intérieur. Et puis on a ensuite une couverture qui peut être en chaume ou en bardeau, des tuiles en bois. Et puis il faut pas imaginer tout ça comme quelque chose de primitif. On a des enduits sur les murs, donc des couleurs à l'intérieur, pourquoi pas des poteaux sculptés. Et puis voilà, donc il y a toute une image. Vous l'avez très bien expliqué avec l'introduction à déconstruire sur ces maisons gauloises. Mais la maison gauloise, à vous écouter, il n'y a pas de fondation. C'est-à-dire qu'on ne fait pas, peut-être comme aujourd'hui, bien souvent, creuser des fondations. Ces poteaux en bois qui sont plantés font que la maison est légèrement surélevée du sol, ou alors elle touche le sol? Non, la plupart du temps, elle est vraiment de plein pied, même le sol. Et donc, ce sont en fait des fondations. Alors, on peut avoir des tranchées de fondations réellement, donc là où on ancre les poteaux directement dedans. Ou alors vous avez des trous individuels. C'est ce qu'on retrouve sur les chantiers archéologiques. La terre et le bois se conservant très mal une fois mis en terre, et puis le bois étant souvent récupéré au moment où on démonte la maison. C'est souvent les seules traces qu'on a de la maison gauloise. Donc c'est vraiment une architecture qui est difficile à étudier. Ça explique pourquoi elle a été l'objet de nombreux fantasmes et qu'elle a été si longtemps mal étudiée. Mélanie Marcel, vous avez travaillé sur la maison gauloise, mais dans un contexte méditerranéen. C'est votre thèse. Et ici, j'imagine que l'on ne bénéficie pas des mêmes matériaux que plus au nord, parce que quand on parle de cette maison en bois avec des poteaux, ce que vous étudiez, Pierre Péfaut, nous sommes avec des chênes, avec des forêts gigantesques. En Méditerranée, c'est autre chose. Il y a une différence ? Alors effectivement, il y a une différence. Il existe aussi les maisons avec des poteaux, avec les mêmes techniques, mais il y a des techniques différentes. On utilise beaucoup plus la terre. On utilise la technique de la boge, c'est-à-dire que c'est des murs qui sont des levées de terre, où les murs sont élevés sans qu'il y ait de coffrage. Et après, il y a aussi la technique de la brique de terre crue, donc c'est des briques en terre qui sont faites à l'avance, qui sont séchées, puis qui sont mises en œuvre avec un liant en terre aussi. Et il apparaît aussi sur le littoral méditerranéen des sous-bassements en pierre, donc qui viennent éviter les remontées d'humidité pour protéger ces murs en terre.
Est-ce qu'il y a de la pierre taillée? Parce que moi, j'ai ce matériau-là, de la pierre à disposition. J'ai envie de la tailler, de construire quelque chose comme ça. C'est imaginable parce que nous parlons ici de bois, ici de terre. La pierre, oui, non? La pierre, c'est vraiment dans des micro-régions très localisées. On pense qu'il y en a dans la région Vernage. Voilà, mais c'est vraiment dans des endroits où il y a vraiment des réserves calcaires assez importantes. Mais après, oui, peut être taillé. Et même les soubassements en pierre peuvent prendre plusieurs formes. Il peut y avoir des soubassements avec des pierres taillées. Ça peut être des moellons pour disposer un peu en vrac. Ou ça peut être même juste des lits de galets. Ça dépend vraiment des ressources locales. On peut mélanger d'ailleurs les matériaux, Pierre Péfaux? Oui, bien sûr. La pierre a aussi été utilisée par les Gaulois du Nord, si j'ose dire. Alors, dans des endroits, paradoxalement, où on manquait de bois et de terre crue. Sur le littoral breton, par exemple, pas forcément d'architecture sur poteaux plantés sur la côte, en tout cas pas dans les mêmes proportions qu'ailleurs, mais on a aussi une architecture en pierre à cet endroit-là, donc il est de coutume d'utiliser la pierre chez les Gaulois de Gaule non méditerranéenne pour effectivement aussi des soubassements. Alors c'est pas dans la même proportion que ce qu'on a dans le Midi méditerranéen, mais on en a aussi, alors je sais pas, du côté d'Angers, du côté d'Orléans, donc c'est aussi utilisé, mais c'est pas la règle. Voilà, on est vraiment sur un matériau d'appoint qui n'est pas le matériau porteur, mais qui est plutôt lié, comme l'a très bien dit Mélanie, à l'isolation. Oui, avec une grande variété, mais parce que le territoire que nous étudions aujourd'hui est immense. Quand on parle des Gaulois, d'ailleurs, nous nous projetons sur le territoire de la France actuelle parce que on a besoin de cela pour se repérer. Mais non, les Gaulois, où sont-ils à ce moment-là? Et le moment où on va pouvoir le développer ensuite, ça couvre quelle région là, ce qu'on étudie? On a souvent rapproché le territoire national, le territoire français, la métropole en tout cas de la Gaule, alors qu'en fait la Gaule c'est beaucoup plus que ça, c'est effectivement le territoire français, mais c'est aussi la Suisse occidentale, c'est l'Allemagne occidentale, c'est la Belgique, c'est le Luxembourg, et puis en fait ces populations gauloises sont des populations celtiques, et les Celtes couvrent une grande partie de l'Europe, et on appelle ces Celtes-là des Gaulois, alors notamment parce que César, alors ils sont nommés directement par les sources latines, mais c'est aussi parce que César, à la suite de la conquête, pour donner un caractère cohérent, définitif au territoire qu'il venait de conquérir, a dit que c'était la Gaule, mais elle avait aucune entité, aucune réalité politique avant sa conquête. Voilà, les peuples, il y a une multitude de peuples gaulois qui vivaient sur ces territoires. Certains, commerçaient, d'autres avaient des alliances politiques, d'autres se faisaient la guerre, étaient ennemis depuis des générations. Donc on n'avait pas un peuple homogène, on n'avait pas un territoire homogène, avant que César effectivement vienne coloniser ce territoire. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, Mélanie Marcel, mais là aussi, il ne faudrait pas penser qu'il n'y a aucun contact entre les Gaulois et les Romains avant le 1er siècle et qu'il faille attendre l'arrivée de Jules César pour que ces Gaulois et ces Romains soient dans des échanges. Alors, échanges commerciaux, bien sûr, mais des influences aussi. En étudiant le monde méditerranéen, vous devez le voir. Oui, alors le monde méditerranéen, tout au long de la période... est un lieu où il y a beaucoup d'échanges avec de nombreux peuples, avec les Étrusques, avec les Grecs, avec les Ibères. On le voit à travers la culture matérielle, à travers le mobilier. Il y a des vases qui sont échangés, des aliments. Et on le voit aussi du coup dans les modes de construction, dans les modes de vie. On sent vraiment sur le littoral méditerranéen qu'il y a des choses qui sont différents du reste de la Gaule à cause de ces échanges commerciaux qui sont beaucoup plus intenses. Oui, des échanges intenses. Et aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous réfléchissons à la maison gauloise de la cave. Ah non, il n'y en a pas. Ah si, il peut y en avoir, Pierre Péfaux, vous me corrigez. Oui, il y avait certains bâtiments qui étaient dotés de caves, alors du côté de Besançon par exemple, et des caves plutôt bien faites avec des cuvelages en planche ou des murs en pierre qui enveloppaient ces caves-là avec des escaliers. Donc oui, c'était soit directement dans la maison, soit à l'extérieur, mais il y avait des bâtiments effectivement associés qui étaient construits sur caves ou qui étaient associés à des caves. Donc voilà. Donc il y en avait. Donc pourquoi pas de la cave au grenier? Les Gaulois sont les derniers venus des envahisseurs qui ont peuplé notre pays, immédiatement avant les Romains. C'est pour cela que ce sont eux que nous connaissons le mieux. Nous les connaissons par ce que nous en ont dit les écrivains grecs et romains, et par toute la civilisation que, de concert avec les Romains, ils ont développé pendant 5 siècles, depuis le début de notre ère à peu près, jusqu'aux grandes invasions germaniques et l'établissement des Francs au 5e siècle. Avant eux, depuis des milliers d'années, le pays qui devint la Gaule était occupé par des populations de plus en plus nombreuses et d'origines diverses. C'est la période que les archéologues appellent néolithique ou de la pierre polie.
Ce fut une très longue et une grande époque. Elle commence environ 5000 ans avant notre ère et dure 3 beaux millénaires. De ces gens, on retrouve souvent les habitations à demi souterraines avec leurs foyers et des restes de leurs industries. De la cave au grenier, donc, Albert Grenier, archéologue en 1956, dans l'émission Heures de culture française. L'évocation des Gaulois, ça permet également d'évoquer tous ces échanges, et nous l'entendons dans cette archive, les Gaulois ne sont pas les premiers à arriver sur notre territoire. Ce sont ici des notions très complexes, savoir qui sont les Gaulois, les Celtes. C'est toujours très difficile. Astérix, Obélix, ce sont de fiers Gaulois, mais alors l'association des menhirs à ces Gaulois-là nous perd bien souvent. Est-ce qu'il y a une chronologie qui s'établit ici, des périodes en tout cas, qui se distinguent nettement? Oui, on considère habituellement que les Gaulois sont les populations qui vivent donc sur le territoire qui deviendra plus tard la Gaule au cours de l'âge du fer. Donc là, on est entre le 8e siècle avant notre ère et la conquête romaine. Mais comme vous le dites très bien, ces Gaulois-là, ils sont mentionnés par des sources indirectes, les auteurs grecs, les auteurs latins. Mais la mention indique qu'ils existent, mais ils existaient forcément avant. Donc retracer l'origine de ces populations-là, c'est très difficile. Et donc, les archéologues s'intéressent aux filiations entre les différentes cultures matérielles, depuis l'âge du bronze jusqu'à l'âge du fer, et certains voient qu'il y a des fortes continuités, donc on peut imaginer que les populations gauloises en fait remontent à bien plus longtemps, mais il est impossible de savoir si elles se considéraient comme telles, si elles se revendiquaient comme telles, et comme elles ne se sont pas racontées dans des textes, c'est très compliqué pour les archéologues. Et puis ici, l'anthropologie rentre en ligne de compte. D'ailleurs, Mélanie Marcel, votre thèse s'intitule « La maison en Gaule méditerranéenne, 7e, 2e siècle avant notre ère, perspective anthropologique d'un objet social ». Parce que la maison, c'est ça aussi, c'est pas simplement étudier du bâti, ça va beaucoup plus loin. Oui, la maison, c'est aussi s'intéresser aux habitants qui habitaient à l'intérieur, comment ils occupaient l'espace, quelles étaient les activités qu'ils pratiquaient. Et toutes ces questions-là, on n'a pas de réponse parce qu'il y a très peu, les traces matérielles sont assez faibles. Et du coup, on va utiliser l'anthropologie sociale, mais aussi l'ethnographie pour aller rechercher des petits indices de réponse. Donc, on va aller voir dans d'autres sociétés comment, par exemple, pour les techniques de construction en terre crue, par exemple, on va aller voir comment ils mettent en œuvre aujourd'hui cette technique, combien de temps ils vont mettre pour construire une maison, combien de personnes il va y avoir besoin, combien d'énergie ça demande. Et tout cela, ça va nous donner aussi des éléments de réponse pour nous mieux comprendre ces sociétés du passé. Vous avez été où pour étudier cela ? Moi, j'ai été au Cameroun. Et donc, au Cameroun, on va retrouver, par la construction de ces habitations, les gestes, le nombre de personnes. Vous dites, elles sont dures à construire, ces maisons gauloises, si vous comparez à ce que l'on peut faire au Cameroun au moment de construire une maison en terre crue. C'est dur ? Non, les techniques de construction à terre, elles nécessitent pas d'outils particuliers, elles nécessitent quelques connaissances. Mais ça peut être mis en œuvre par n'importe quel individu. Et après, c'est souvent un travail quand même collectif, qui est mis en œuvre avec du voisinage, avec la famille. Et les connaissances techniques, elles peuvent être transmises aussi lors de ces chantiers, en fait. Et oui, c'est ça. Les plus jeunes qui sont là et qui aident, ils regardent en même temps, ils apprennent, et plus tard, ce sont eux qui vont faire les choses. On l'a dit, Pierre Péfaut, combien il y a une temporalité très impressionnante. On parle des Gaulois, mais il y a des variations, il y a des changements, la géographie aussi. Et puis, la société elle-même est diverse. C'est-à-dire que toutes les maisons gauloises ne sont pas identiques selon la fortune, la puissance. Exactement. C'est-à-dire que, paradoxalement, la différence de l'époque romaine, on va plutôt connaître pour l'époque gauloise, on va dire la maison des classes populaires, des classes moyennes, donc c'est plutôt des petites maisons qui font 30, 40 mètres carrés en ville, dans les villes gauloises, qui sont plus grandes encore dans la campagne où on a plus de place. Et on connaît un peu moins les maisons de l'élite, mais il y en a. On a des exemples et très souvent on est sur une architecture d'un très haut degré technique. Je pense par exemple, alors là on remonte à la fin du 6e siècle avant notre ère, à Vix, donc en Côte d'Or, et on a ce fameux bâtiment dit princier de Vix. Alors on est sur un bâtiment qui mesure 34 mètres sur 22, donc on est à 750 mètres carrés. On est sur des portées gigantesques en fait qu'on retrouvera qu'au Moyen-Âge pour des bâtiments entièrement en bois. Donc on est sur vraiment une architecture très sophistiquée. Si on avance un peu dans le temps, à Batilly, en Gâtinais, dans le Loiret, dans un établissement rural aristocratique, on a des bâtiments qui dépassent les 200, les 300 mètres carrés, pareil avec des trous de poteaux gigantesques, des poteaux vraiment qui sont c'est vraiment des troncs d'arbres à part entière. Donc pour déplacer ça, pour faire les assemblages,
assemblage, pour les lever. Ça demande toute une conception de la charpente, ça demande toute une organisation. Et puis, lorsqu'on a la chance de retrouver des éléments de décorum, ces maisons sont souvent enduites. Alors, on a des couleurs, mais on a vraiment des peintures murales. C'est le cas à Vix et à Batilly, avec des pigments parfois qui viennent de loin, du bleu égyptien par exemple. Et puis alors quand on a encore plus de chance et que le bois est conservé parce que on l'a retrouvé dans un contexte humide, qu'il est gorgé d'eau, on trouve des poutres sculptées avec vraiment un savoir-faire assez impressionnant. C'est le cas à Bibracte dans le Morvan sur l'oppidum gaulois. On a vraiment trouvé une poutre sculptée magnifique. Donc il y a ici cette grande variété de constructions. Avec Pierre Péfaut, vous nous l'avez dit, on peut être sur du 30 mètres carrés, sans doute moins. Enfin, on voit bien, ça dépend de la situation. Quant à vous, Mélanie Marcel, vous nous avez dit donc la construction d'un habitat pour loger une famille. On est d'accord qu'on est sur une pièce, il n'y a pas plusieurs pièces dans la structure de base, hein. En fait, ça va évoluer tout au long de la période parce qu'on est quand même sur une période chronologique qui est très longue. Donc effectivement, au début de la période, on a quasiment que des pièces uniques, ou en tout cas, on n'a pas de traces de cloison. Mais ensuite, ça va évoluer et on va se retrouver avec une tendance à une multiplication des pièces. On va avoir en moyenne entre 1 et 3 pièces par habitat. On arrive à savoir d'ailleurs à quoi servent ces différentes pièces ? Oui, alors on arrive à déterminer la fonction de ces pièces grâce au mobilier qu'on y retrouve et aux structures aussi qu'on y retrouve. On sait qu'en général, il y a une pièce principale qui était utilisée, on appelle ça comme une salle de séjour, enfin un peu pour toutes les activités, pour manger, pour se retrouver. Et après, on sait qu'à l'arrière, généralement, il y avait une pièce pour le stockage. Et de manière plus exceptionnelle, puis y avoir une pièce réservée à la cuisine où on va retrouver le foyer et des ustensiles de cuisine. Là, ce que vous étudiez, on l'évoquait, un terre crue ou éventuellement des éléments en pierre qui laissent des traces. Quant à vous, Pierre Péfaut, si nous sommes un peu plus au nord de cette Gaule qui nous intéresse, nous sommes ravis d'avoir vos poteaux en bois dans le sol. Ça laisse des traces, c'est ça ? On voit la couleur de la terre, c'est d'une autre couleur quand il y avait un poteau. Voilà, c'est exactement ça. Faut imaginer que donc on a creusé un trou de poteau dans un substrat rocheux ou terreux qui a une couleur particulière. On a ancré le poteau dans le sol, on a rebouché avec une terre un petit peu différente. Le poteau a pu moisir dans le sol et donc la couleur du négatif, ce qu'on appelle le négatif ou le fantôme du poteau, donc c'est pas le poteau lui-même mais c'est sa trace, est d'une couleur différente, ou alors il a pu être récupéré puis on a comblé avec les poubelles de la maison ou autre chose. Donc tout ça effectivement est facile à appréhender pour les archéologues. Ouais. Alors l'élévation, que reste-t-il ? Alors ça, c'est tout le problème. C'est tout le problème qu'on a, c'est qu'il nous manque quasiment à chaque fois l'élévation. Dans des cas particuliers, l'élévation a brûlé au cours d'un incendie ou un pan de mur a été basculé dans un contexte humide. Donc on peut retrouver ces éléments, mais c'est assez rare. Donc le plus souvent, on doit restituer à partir des traces au sol. On peut avoir aussi des murs en terre qui ont cuit au cours d'un incendie et dont on retrouve des morceaux disséminés dans les trous de poteaux, dans les fosses de la maison. Et donc là, c'est un espèce de puzzle incomplet en plus pour essayer de restituer cette élévation. Mais en tout cas, c'est un exercice qui est assez délicat. Le comparatisme ethnographique est très important parce qu'en fait, on est sur des systèmes de charpente avec des contraintes qui durent dans le temps. C'est-à-dire que lever une charpente, faire descendre les charges du toit jusqu'au sol et pour que le bâtiment ne s'effondre pas, c'est des choses ce sont des problèmes qui sont les mêmes un peu de tout temps. Donc, on peut retrouver parfois encore dans l'architecture française actuelle, sur des techniques très traditionnelles, des bâtiments qui pouvaient ressembler aux bâtiments gaulois. En tout cas, ça nous informe beaucoup. Et puis pour des périodes reculées, on a parfois des représentations des maisons de l'âge du fer ou de la fin de l'âge du bronze. Donc ça peut être des gravures sur des céramiques, sur des rochers. Ce sont aussi des urnes cinéraires dans lesquelles on mettait les cendres du défunt et qui sont en forme de maison. Ça, c'est plutôt en Europe du Nord ou en Italie centrale. Mais tout ça nous donne des informations aussi sur la nature que pouvait prendre l'élévation de ces bâtiments. Et quelques évocations dans les textes. Telle fut l'origine des premières maisons. Nous pouvons nous en convaincre par celles que nous voyons encore aujourd'hui chez les nations étrangères. En Gaule, en Espagne, en Lusitanie, en Aquitaine, elles sont construites avec les mêmes matériaux et recouvertes de chaume ou de bardeaux de chêne. Voici de quelle manière les habitants construisent leurs habitations. Ils prennent des arbres qu'ils étendent sur terre, à droite et à gauche, sans les couper, en laissant entre eux autant d'espace que le permet leur longueur. À leurs extrémités, ils en placent d'autres en travers qui closent l'espace qu'on veut donner à l'habitation. Posant des 4 côtés d'autres arbres qui portent perpendiculairement les uns sur les autres aux 4 angles et formant les murs de ces arbres mis à plomb avec ceux d'en bas, ils élèvent des tours et remplissent de petits morceaux de bois et d'argile les intervalles qui répondent à la grosseur des arbres.
Anna Olweck qui nous lisait cet extrait de Vitruve, architecte, 1er siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire que c'est un contemporain de Jules César, il est contemporain de la guerre des Gaules. Pierre Péfaut, dans ce que nous entendons là, c'est le regard d'un Romain sur ce qu'il voit ailleurs, la construction en bois. Il y a une lecture particulière. Oui, il y a une lecture qui est clairement biaisée de cette architecture barbare, hein, c'est comme ça qu'il le considère. Donc lui, Vitruve, en fait, dans son livre, c'est un extrait du livre 2, il rapproche ces techniques de construction des premiers hommes, des hommes primitifs. Donc lui, il a une vision, il théorise en fait très clairement la vision évolutionniste de l'architecture qui a cours pendant la Renaissance et jusqu'à très très récemment en fait. Et donc considérer que dans des temps reculés, les êtres humains ont construit comme ça avec donc des branchages, des blocs de boue. Là, il nous décrivait une technique particulière qui est celle du bloc bow, donc des rondins empilés. Vraiment, c'est l'ancêtre du chalet de montagne. Hein. Mais il nous dit très clairement dans ce livre 2 aussi que il y a un moment quand même où les hommes ont accédé les hommes et femmes ont accédé à la civilisation et se sont mis à construire, sont passés des cabanes aux maisons en utilisant de la pierre, de la brique, de la tuile. Et donc on a vraiment cette vision évolutionniste, quoi. On doit passer d'un état vraiment de sauvagerie, hein, très rudimentaire, à la véritable maison, la véritable civilisation. Alors que cela met de côté toute la complexité de construire ces bâtiments. Mélanie Marcel, d'ailleurs, ce que nous entendons ici, en allant voir comment ces maisons sont construites en Afrique, ça rentre dans cette histoire-là. C'est-à-dire que on sait qu'au moment de la colonisation, il y a eu tout un discours qui a été tenu pour dire « Regardez dans quoi ils habitent ». On peut plaquer ça sur le temps et dire « Oh, regardez, ces Gaulois avaient beau être nos ancêtres, il y avait quand même besoin d'un peu d'aide ». C'est ça hein, qu'on retrouve. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qu'on retrouve. Oui, et puis c'est des préjugés qu'on retrouve encore en Afrique. Il y a vraiment ce préjugé que la maison en terre, c'est la maison des pauvres qui est pas faite pour durer, alors que la maison en parpaing, elle est valorisée. Oui. Il y a vraiment toutes ces idées préconçues. Alors que si on nous demande de fabriquer une maison en terre, je suis pas sûr qu'on va pouvoir vraiment vivre dedans. Oui, non, c'est ce que dit Mélanie est très juste. Et en fait, il y a eu tout ce discours, hein, notamment à la fin du 19e siècle, au moment de la constitution des États-nations. On cherchait à constituer le roman national, à se trouver un ancêtre plus ou moins prestigieux. Donc les Italiens avaient les Romains, les Allemands avaient les Germains. Nous, ça a été les Gaulois. Et effectivement, dans les manuels scolaires, hein, des petits écoliers, je pense au Petit Lavis illustré, par exemple, hein, de la troisième République, on a ces représentations de maisons gauloises et qui, en fait, s'inspirent beaucoup des textes latins, reprennent ça, mais qui, en plus, véhiculent un discours idéologique. Et c'est exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire, on savait pas vraiment à quoi ressemblaient ces maisons gauloises, mais on les représentait exactement comme ce qu'on appelait à l'époque les cases indigènes d'Afrique du Nord, d'Afrique équatoriale ou d'Asie du Sud-Est. Et en fait, voilà, le discours sous-jacent, c'est celui-ci, c'est dire, regardez, nous, on va coloniser des peuples qui n'ont rien demandé, mais regardez leur architecture, on va leur apporter l'architecture et donc la civilisation, parce que c'est ça que ça porte hein, derrière, de la même manière que on nous a apporté la civilisation au tout début de notre histoire en nous apportant la véritable architecture. Donc ce discours-là, il est là. Et donc vraiment, il y a des descriptions dans les manuels scolaires qui sont assez drôles de ces maisons gauloises. Je me rappelle d'une légende, d'une de ces illustrations qui dit aux enfants vous n'aimeriez pas habiter de pareilles cabanes, quoi. C'est vraiment, voilà, on est vraiment sur le niveau zéro de l'architecture, quoi. Voilà, la cabane, donc pas de hutte, on est bien d'accord, hein. Ah non. Ah non. Vous le confirmez, donc la hutte c'est terrible. Nous parlons de maisons gauloises d'ailleurs. Vous, archéologue, quel vocabulaire allez-vous employer au moment de découvrir un espace, alors un habitat gaulois, il y a un vocabulaire spécifique? Alors on ne va pas parler de maison à proprement parler parce que c'est déjà rentré dans l'interprétation et serait qu'au moment de la fouille, on ne sait pas, on sait qu'on a affaire à un bâtiment, on va plutôt parler d'unité fonctionnelle, d'unité peut-être domestique s'il y a du mobilier qui sort sur la fouille. Mais c'est que plus tard, lors de l'étude, si vraiment tous les indices sont réunis, qu'on va pouvoir parler vraiment de maison. Et puis, il faut un petit peu se chauffer, il faut un petit peu avoir du feu pour cuisiner dans notre histoire, parce que moi, il me manque une cheminée. Je comprends bien qu'il est difficile de savoir comment était l'élévation. Enfin, j'imagine qu'il y avait un foyer. Alors ça laisse des traces. Oui, bien sûr. Alors ça fait partie des problématiques archéologiques, c'est l'état de conservation des vestiges. C'est-à-dire que la plupart des sites sont arasés, c'est-à-dire qu'en raison des labours agricoles notamment, les niveaux de sol de la maison ont été
brassés, détruits. Mais dans certains cas, ils sont conservés. Et quasiment à chaque fois, dans ces maisons gauloises, on trouve effectivement des foyers. Donc c'est des sols foyères, c'est des carrés en terre cuites par les différents feux, souvent au centre du bâtiment, et donc parfois ornés, décorés, surtout quand on est dans un édifice un peu plus classe. Mais qui servaient effectivement à se chauffer, à cuisiner, à s'éclairer. Mais effectivement, pas de cheminée à proprement parler, pour une raison déjà assez simple. On peut imaginer des systèmes pour orienter la fumée plutôt dans le comble, mais c'est qu'on a des toitures végétales, donc qui avec la pluie vont se gorger d'eau et donc risquent de se dégrader rapidement. Et c'est vrai que ces fumées du foyer jouaient aussi le rôle de purificateur, venaient assainir en fait la couverture de chaume, la sécher de l'intérieur pour retarder sa dégradation. Donc tout était pensé. Oui, parce que le mur en torchis, j'ai bien entendu que vous êtes content quand il y a des incendies de maison parce que ça cuit le torchis et donc absolument. Ça laisse des traces. Mais le chaume, ça laisse pas de traces. Et non. Alors là, c'est ça qui est très compliqué. Le chaume ne laisse pas de traces. Mais alors donc il y a des auteurs qui en parlent, Vitruve, mais on a aussi Jules César qui dit très peu de choses sur la maison gauloise, mais il nous parle de ces toitures en chaume. Il y a aussi le géographe grec Strabon. Et puis dans les représentations, les quelques représentations qu'on a de maisons gauloises ou plus anciennes, on a effectivement des motifs qui nous laissent penser qu'il s'agit de chaume, et même de manière générale, l'ethnographie est aussi très utile de ce point de vue-là. C'est que à l'Antiquité, mais aussi au Moyen-Âge, et jusqu'à très récemment, on construisait beaucoup avec du chaume. Donc en fait, il n'y a pas de raison effectivement que là les auteurs latins nous aient menti sur ce point-là. Oui, et puis l'accumulation des données permet après de faire des analyses, sachant que les archéologues ne chôment pas. Mais Mélanie Marcel, dans l'espace que vous étudiez, cet espace méditerranéen, il y a un archétype de plan de maison, parce que vous nous avez dit, l'évolution est importante à prendre en compte entre l'habitat en une pièce et puis l'évolution en plusieurs pièces, le foyer au centre particulièrement. Mais vous, toit de chaume ou pas toit de chaume en Méditerranée? Alors sur le littoral méditerranéen, on est plutôt sur l'usage du roseau. On va faire des bottes de roseau et après on va ajouter une couche de terre par-dessus pour éviter que l'eau ne pénètre. Voilà. Après, oui, on a aussi des foyers centraux du coup. Et on sait que la fumée servait aussi pour la conservation des aliments, notamment. Et on a cette image aujourd'hui qu'on peut pas vivre dans la fumée, mais il y a quand même des sociétés, l'ethnographie nous le montre, par exemple chez les Pygmées, où ils vivent dans des maisons enfumées et pour eux ce n'est pas problématique. Ah, c'est intéressant ce que vous dites là, parce qu'effectivement, l'idée de chasser la fumée, c'est l'obsession au moment où on essaye, tant bien que mal, de faire un feu de cheminée et que la fumée revient, on se dit mais c'est une catastrophe. Et en fait, c'est pas obligatoirement un souci. Là, c'est vraiment hors de l'archéologie même, c'est de l'ethnographie. Oui, là, c'est vraiment les preuves ethnographiques qui nous le montrent, parce qu'après, il n'y a pas d'indice archéologiquement parlant pour apporter ce genre d'éléments de réponse. Oui, puis c'était le cas très récemment, même la littérature du 19e, du 18e, va nous décrire des fois ces ambiances enfumées qu'on a dans des maisons rurales, etc. Donc c'est pas quelque chose qui est propre aux Gaulois, mais c'est quelque chose qui en fait s'étend dans le temps. Et oui, c'est problématique d'évacuer le plus proprement, le plus directement possible la fumée. En fait, c'est pas forcément très ancien. D'accord. Alors voyez, ça c'est une représentation qui ont besoin d'être rafraîchies et parfois déconstruites, parce que la maison d'Astérix, d'Obélix et de tous les petits potes du village n'est pas du tout enfumée, alors qu'elle aurait pu l'être. Mais pour le dessin, c'est moins pratique. Et puis dans nos représentations, il y a aussi la présence d'animaux dans ces maisons. C'est le livre 4 de Strabon. Et avec Strabon, géographe de l'Antiquité, il y a ici l'évocation des animaux. Juste pour régler la question, on peut faire un sort au sanglier, vite fait? Oui, ça voilà, on peut casser l'image d'Astérix, Obélix et des sangliers et de la base de l'alimentation gauloise. On a effectivement des archéozoologues, donc des spécialistes des restes fauniques, des restes d'animaux, qui nous montrent que les Gaulois mangeaient essentiellement ce qu'on appelle la triade domestique. Donc c'est du porc, c'est du bœuf, c'est du mouton, des chèvres. Et en fait, le sanglier, c'est 1%, 2% maximum de la faune consommée. Et en fait, ça correspond à de la faune chassée. Donc c'est une activité, une alimentation réservée plutôt à l'élite, mais comme en fait au Moyen-Âge et plus tard. Donc oui, donc les Gaulois, le sanglier, pas tant que ça. Trop. Et alors la présence des animaux dans la maison?
Mélanie Marcel, Pierre Péfaut. Alors ça, voilà, c'est quelque chose qui reste à discuter, mais jusqu'à très récemment en France, jusqu'au 19e, on avait effectivement coexistence dans des espaces différents, en contexte rural, évidemment pas en contexte urbain, mais des animaux et effectivement des agriculteurs et des éleveurs, parce que la présence de ces bêtes contribue à chauffer l'espace intérieur. Il faut imaginer qu'une très grande maison qui va faire 150 mètres carrés au sol, avec un petit foyer au milieu, c'est des choses qui n'ont pas forcément été très expérimentées en archéologie. On a l'archéologie expérimentale pour tester des hypothèses, mais je doute qu'en plein hiver, cela suffise à chauffer une maison entière. Donc effectivement, c'est un modèle qu'on connaît très bien au Moyen-Âge et jusqu'à récemment, mais qui n'a jamais été curieusement interrogé pour les sociétés gauloises. Et je pense qu'il serait intéressant de voir si, dans ces fermes gauloises, on n'a pas eu effectivement certaines fois la coexistence d'êtres humains et d'animaux, sachant qu'on a des fermes où on a très clairement des bâtiments type étable, où là, voilà, on sait que les choses sont bien séparées. Oui, parce que c'est pas si simple de savoir à quoi était destiné un bâtiment. Vous retrouvez un élément ici qui nous montre qu'il y a eu quelque chose, mais était-ce habité ? Était-ce une étable ? Était-ce un espace de stockage ? Donc là, l'archéologie nous aide, nous donne des indices, mais dans ce que nous entendions, ce texte de Strabon, il était évoqué le fait que les gens dormaient par terre avec une natte. Là, c'est aussi très dur à savoir, et c'est encore une fois l'anthropologie, l'ethnologie qui peut nous guider. Alors effectivement, on n'a pas vraiment d'indices pour savoir où dormaient ces habitants. Je sais que parfois, dans de nombreuses maisons, il y a des banquettes qui sont construites, des bancs qui sont construits en terre ou en pierre. On suppose parfois que du coup, les gens pouvaient se reposer sur ces banquettes. Et sinon, oui, l'ethnographie nous montre que souvent, la population dort à même le sol sur des nattes ou des éléments qui archéologiquement sont périssables et ne sont pas conservés. On ne les retrouve pas aujourd'hui. Pour le mobilier, c'est la même chose. Alors là, quand vous évoquez ces bancs, c'est parce que ce sont des petites constructions en terre. Oui, et sinon, il n'y a rien. Oui, ouais. Sinon, le mobilier, oui, tout ce qui est les meubles en bois, etc., on n'en a aucune trace, effectivement. Enfin, parfois, il y a quelques traces. Oui, voilà, alors c'est des traces assez indirectes, c'est notamment dans des puits, alors des puits que creusaient les Gaulois pour s'approvisionner en eau. On a parfois des morceaux de meubles, de coffrets cassés qui ont été balancés parce que le puits était désaffecté, donc il a servi de poubelle dans un second temps. Et là, on peut retrouver effectivement des pieds de lit, des pieds de meubles, des morceaux de coffrets, ce genre de choses. Et très souvent, on voit qu'il y a une menuiserie qui est quand même assez fine, qui est quand même très, très précise. Donc, ça donne une idée de ce à quoi pouvait ressembler l'intérieur d'une maison gauloise, pas du tout vide, archaïque. Ça peut être quelque chose d'assez haut en couleur, de décoré, avec effectivement du mobilier un peu partout. Et du mobilier, c'est ça qui est... pour nous, ce qui fait l'habitat, l'idée où on va s'asseoir pour manger, où l'on va dormir, et c'est quand même malgré tout très difficile d'imaginer comment pouvait être une chaise gauloise, une table gauloise. Est-ce qu'il y a des éléments ici qui nous éclairent un petit peu ? Voilà, ça fait partie de nos problématiques. Oui, il y a ces fragments, mais qui sont généralement assez petits, donc c'est assez dur de restituer. On a pour d'autres époques, d'autres sociétés. Alors, par exemple, si on va jusqu'aux Égyptiens, mais aussi les Romains, on a parfois des éléments qui sont beaucoup mieux conservés, ou alors typiquement des plaquages aussi en métal qui nous permettent en fait en négatif, de reconstituer l'ossature en bois disparue. Bon, c'est des choses qu'on a moins à l'époque gauloise, mais on y est toujours permis avec les petits fragments de restituer, oui. Et puis il y a toujours cette question de la décoration. Donc la majeure partie des pièces de cette villa gallo-romaine étaient décorées comme ici, avec du marbre au sol, du marbre sur le bas des murs et aussi sur le montant et puis le linteau des portes. Donc cette partie est très intéressante puisqu'elle a conservé ces décors en marbre de Saint-Béat. C'est tout à fait exceptionnel qu'on ait cette villa ici. Donc effectivement, il y a des gens qui viennent du monde entier, du Japon, des États-Unis, de Nouvelle-Zélande, qui connaissent cette villa, puisqu'elle est très présente dans les livres d'histoire en fait. Donc avec son beau plan très, très élégant, très harmonieux, avec ses cours en péristyle gigogne, donc qui s'élargissent progressivement. Pour trouver l'équivalent, il faut aller en Afrique du Nord ou en Sicile ou à Pompéi. Et ben voilà, il y a encore ici l'idée d'aller voir ailleurs ce qui se passe. On vient d'entendre ici le médiateur pour la villa romaine de Montmorin, Mathieu Soudet, pour l'âge du fer, c'est quand même parfait. Avec ici cette villa, villa romaine de Montmorin. Donc là, nous avons ce contraste qui draine complètement notre lecture de l'habitat. On l'a bien dit, par les textes, il y a la volonté de montrer, regardez ces Gaulois, ils fabriquent en bois. Vivement les Romains, on va faire en pierre. Le contraste
contraste est très fort. Il faut sans doute le nuancer, j'imagine. Alors, en Méditerranée, particulièrement, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, il y a des contacts. Et sachant que le sud de la France actuelle était déjà province romaine bien avant le reste de la Gaule. Oui, effectivement. Parce qu'on retrouve ces villas romaines déjà exportées dans le sud de ce qui est aujourd'hui la France. On les retrouve, mais vraiment tout à la fin de la période où il commence vraiment à y avoir des transformations. Il y a ces villas romaines qui commencent à arriver, effectivement. Il y a des anciennes villes gauloises qui sont aussi transformées pour répondre à cette nouvelle culture. Il y a des thermes qui sont construits, des forums, etc. On est vraiment sur une période de transition, mais on trouve quand même aussi la maison gauloise qui s'adapte à cette nouvelle culture qui arrive. Oui, parce que notre sujet aujourd'hui dans le cours de l'histoire, vous avez raison, c'est la maison gauloise. Donc la villa romaine, c'est une chose, mais quand la maison gauloise est influencée par cette villa romaine et que nous arrivons avec des gallo-romains, c'est intéressant. On voit, alors même peut-être avant l'arrivée des Romains et la conquête de la Gaule par Jules César, j'imagine qu'il doit y avoir déjà des influences. On peut percevoir cela? Oui, bien sûr. On trouve, par exemple, des tuiles assez précoces, en fait, bien avant la conquête romaine. Donc on voit effectivement qu'il y a des contacts, il y a des échanges, il y a des personnes, probablement l'élite gauloise, qui veulent être à la mode méditerranéenne en quelque sorte, et donc qui vont adopter des standards méditerranéens. Mais c'est intéressant, effectivement, c'est ce qui explique aussi tous les biais qu'on a pu avoir pendant des années, des décennies, même des siècles. C'est la comparaison de la maison gauloise, donc la hutte gauloise à l'époque, en terre et bois, et puis voilà, la villa de Montmorin, des domus urbaines absolument magnifiques. Alors, c'est des milliers de mètres carrés au sol, c'est des cours centrales avec des colonnes, des bassins, tout un tas, des dizaines de pièces. Et en fait, et puis on compare ça aussi avec l'architecture monumentale, les amphithéâtres, les thermes. Mais en fait, on compare des choses qui sont vraiment totalement différentes. C'est-à-dire que on va comparer une architecture d'une ultra-élite romaine, qui vraiment là, on est sur du palais, sur du domaine agricole de renom, et puis sur des bâtiments publics, les thermes, le forum, les temples. Donc là, on est sur quelque chose d'immense, et des projets publics colossaux. Et en fait, si on regarde bien dans le détail, et l'archéologie préventive nous permet de le voir de plus en plus, c'est que la maison en gros des classes populaires et moyennes, même à l'époque romaine, elle s'inscrit vraiment dans les traditions architecturales gauloises. On est sur des petits modules, on a toujours de la terre et du bois qui sont utilisés. Et en fait, les standards méditerranéens, ils mettent beaucoup plus de temps à arriver. Ça se fait pas en quelques années après la conquête, ça se fait en plusieurs décennies, voire même plus d'un siècle, où vraiment on voit l'apparition très discrète du mortier, du béton pour les sols, l'ajout, effectivement, la systématisation des soubassements en pierre, alors que c'était pas le cas avant, mais tout ça met beaucoup de temps. Donc on n'est pas effectivement sur cette idée de rupture où on passe de la cabane à la maison magnifique. Il y a vraiment aussi une question de lecture de classe, en fait, à faire là-dessus. Et puis il y a l'histoire même de l'archéologie qui pendant longtemps a cherché à mettre en évidence que ce qui éblouissait et la grande villa romaine ou gallo-romaine, ça c'est formidable. Si on chope 2-3 colonnes en marbre, on est content. Donc il y avait aussi cette volonté de fouiller cela, et peut-être presque uniquement que cela. Et puis c'est facile à identifier archéologiquement, c'est-à-dire que il faut des méthodes modernes qu'on développe depuis assez peu de temps en France. On parle peut-être d'une 50aine d'années, alors que tomber même par hasard sur des maçonneries en pierre puissantes, sur des plaquages de marbre, sur des colonnes, on peut pas le rater, quoi. Donc concrètement, c'est aussi ce qui fait que ça a été connu beaucoup plus tôt et que c'est devenu très tôt le standard architectural romain. Les Romains ont construit comme ça. Alors qu'au final, c'est peut-être, j'en sais rien, 5-10% de la population, même moins, qui ont bénéficié de ces techniques-là. Avec ici l'importance de l'archéologie préventive, qui est une spécificité française. On peut en dire quelques mots, Mélanie Marcel. C'est l'idée, et c'est par la loi, que dès que l'on creuse, au lieu de détruire par le chantier, la construction, un site, on l'étudie avant. Et vous allez le détruire aussi, parce que l'archéologue détruit. Mais au moins, on aura les informations. Oui, effectivement, la loi française aujourd'hui nous développe du coup la sauvegarde du patrimoine archéologique. Et avant tout travaux, s'il y a un site archéologique qui doit être sauvé, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va le fouiller et on va enregistrer toutes les données possibles avant qu'il soit détruit. Et ça fait les chercheurs aujourd'hui, on va pas forcément aller vers mais fouiller justement ce qu'on trouvait attrayant, donc fouiller la villa romaine, etc. On va se retrouver face à des sites beaucoup moins des personnes du quotidien, des personnes un peu moins riches, et du coup découvrir ces maisons en terre, et ça va vraiment changer le visage de l'archéologie aussi, parce qu'on va pas forcément aller vers les données qui sont attrayantes, mais vers
les habitants de tous les jours. Et puis une carte aussi qui change, s'il faut mettre un point à chaque élément qui donne des informations. Alors si on veut parler des villas prestigieuses gallo-romaines, il y aura quelques points, ils sont bien connus, on vient d'en citer un à Montmorin. Montmorin, ça se trouve en Haute-Garonne. Et si l'on veut mettre tous les points de toutes les maisons, habitations gauloises, là la carte de France se recouvre. Faut pas creuser trop loin avant d'en trouver une. Ah, c'est colossal. Souvent les gens, quand on fouille, nous demandent il y a un site archéologique ici, mais en fait la France est un site archéologique. Il y a des sites absolument partout. Et des villes gauloises, on en connaît beaucoup. Donc c'est même souvent, elles sont sous nos villes actuelles. C'est le cas d'Orléans, c'est le cas de Besançon, par exemple. Mais puis on a aussi fouillé ces dernières décennies des centaines et des centaines d'établissements ruraux, donc d'exploitation agro-pastorale gauloise. Donc en fait, des maisons, aujourd'hui, on en connaît des milliers pour l'époque gauloise. Et là encore, je vous parle essentiellement des 3 derniers siècles, dont vraiment les Gaulois, les Gaulois d'Astérix en quelque sorte, qui sont en fait en contact avec les Romains et qui vont ensuite être colonisés par eux. Donc oui, c'est absolument colossal. Oui, parce que l'âge du fer, vous nous l'avez dit tout à l'heure, ça commence au 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc la période qui nous conduit jusqu'au 1er siècle avant notre ère, globalement. C'est-à-dire avec l'arrivée des Romains pour cet âge du fer, ça a laissé le temps de construire tant et tant de maisons pour tous ces Gaulois, avec ici le petit clin d'œil que nous avons eu en début d'émission à Annie Cordy. Il y a longtemps de ça, la France s'appelait la Gaule, et les Français les Gaulois. Il y a longtemps de ça, la France s'appelait la Gaule, et les Français les Gaulois. Ils avaient des moustaches en guidon de vélo, des yeux bleus et un casque en guise de chapeau, car nos vaillants ancêtres avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête comme un coup de soleil. Il y a longtemps de ça, la France s'appelait la Gaule, et les Français les Gaulois. Il y a longtemps de ça, la France s'appelait la Gaule, et les Français les Gaulois. Avec de grandes haches qu'ils taillaient dans le roc, ils pourchassaient des vaches qu'ils appelaient aurochs. N'ayant pas à l'époque de bureau de tabac, ils fumaient des Gauloises, mais ne le savaient pas. Il y a longtemps de ça, la France s'appelait la Gaule, et les Français les Gaulois. Il y a longtemps de ça, la France s'appelait la Gaule, et les Français les Gaulois. Quelle vie de cocagne en ces temps reculés, ce sacré Charlemagne était loin d'exister. Vous parlez de vacances, pas d'école, pas de lycée, il y avait que des dimanches et des jours de congé. Il y a longtemps de ça, la France s'appelait la Gaule, et les Français les Gaulois. Il y a longtemps de ça, la France s'appelait la Gaule, et les Français les Gaulois. Oui, c'est bien ça. Et c'est pourquoi le grand-papa du grand-papa au grand-papa de grand-papa, c'était un Gaulois. Les Gaulois, chantés par Annie Cordy dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Bois à la technique, Ludovic Auger. Aujourd'hui, nous visitons cette très belle maison gauloise et Annie Cordy, ici, véhicule ce que nous connaissons, ce qu'on nous a transmis des Gaulois et cette idée d'instrumentalisation des Gaulois comme étant nos ancêtres, cette longue lecture. La maison prend sa part, on l'a bien entendu, cette maison en bois qui méritait d'être construite en pierre grâce aux Romains, mais ce que l'on met complètement de côté, Mélanie Marcel, c'est tout ce que nous apporte la construction de la maison sur le social, au moment même de construire la maison, qui a les outils, où sont les outils, viennent-ils de loin, qui sont ces groupes humains, fait-on appel à un spécialiste qui peut venir de loin. Donc vous nous l'avez expliqué, vous avez regardé comment ailleurs on pouvait construire des maisons de ce type-là. Ça demande en fait, mais souvent dans ces périodes anciennes, beaucoup d'hypothèses, des éléments qui nous laissent percevoir les moyens de construire une telle maison. C'est pas facile. On imagine s'il y a des spécialistes qui se baladent et qui peuvent donner les indications. C'est très difficile à savoir. Effectivement, il n'y a pas de données pour ce genre d'éléments. Après, on retrouve, nous, sur le littoral méditerranéen, en tout cas, les outils qui sont utilisés pour construire cette maison, c'est des outils assez banals, mais il n'y a pas d'outils spécifiques.
Pour la technique du torchio de la boche, il n'y a pas d'outil spécifique. Pour la technique de l'adobe, il va falloir un moule. On sait que c'était des moules en bois. Mais sur les briques, c'est ça? Pour les briques, oui, pardon. Ça s'appelle aussi l'adobe. Pour les briques de terre crue, du coup. Ça s'écrit comment, l'adobe? A-D-O-B-E. D'accord. On apprend plein de mots, c'est pratique pour le Scrabble. Et du coup, on utilisait des moules en bois. On le sait parce qu'on retrouve des traces sur ces briques lors du démoulage. Voilà. Mais après, il n'y a pas d'outils vraiment très difficile, très complexe au niveau technique. Alors pour le côté Gaule du Nord entre guillemets, là on trouve des outils effectivement liés au travail du bois, qui en fait sont des outils. On a une grande panoplie d'outils, donc c'est des coins, des haches, des herminettes qui servent donc à couper les arbres, à débiter, à façonner, à donner une forme à ces pièces de bois. On a aussi des ciseaux à bois pour creuser les assemblages, mais aussi des planes, donc c'est un peu l'ancêtre du rabot, donc pour vraiment aplanir les surfaces. On a des gouges, des tarières qui permettent de percer le bois et aussi de creuser des mortaises, par exemple. Donc on a toute cette panoplie-là qui en fait est très proche de celle qu'on a à l'époque romaine, qui s'inscrit dans des traditions plus anciennes de l'âge du bronze, et qu'en fait on va retrouver jusqu'au Moyen-Âge et la révolution industrielle, ces grandes familles d'outils. Et du coup, on a quand même des indices, même si effectivement on peut imaginer que c'était des constructions souvent collectives, ce genre de choses. On a quand même des indices pour la Gaule de spécialistes, de charpentiers vraiment spécialisés. Déjà, il faut savoir que le terme architecte, l'étymologie d'architecte, c'est maître charpentier. Donc déjà, on a la reconnaissance, en tout cas, peut-être en contexte grec, que les premiers constructeurs, ceux qui planifient une construction, étaient des charpentiers. Et c'est vrai que on a aussi un mot gaulois, carbenton, en fait, qui a donné le carpentum latin, qui a donné charpentier. Donc le mot charpentier vient du gaulois en fait indirectement. Alors c'était pas forcément pour la charpente de maison, c'était plutôt pour la charonnerie, donc pour faire des chars, des chariots, mais c'était lié au travail du bois. Et puis on a tout un tas d'indices en fait archéologiques qui peuvent nous permettre de penser qu'il y avait ces spécialistes. Le fait qu'on ait des villes gauloises de parfois plusieurs dizaines, centaines d'hectares, faut imaginer des milliers de constructions. On imagine difficilement en fait cela se faire sans spécialistes, de la même manière que la céramique est faite par des spécialistes, les objets métalliques sont faits par des spécialistes. Et puis on a aussi dans certaines villes comme Bibracte, une standardisation de la construction. C'est-à-dire qu'on a des modules de poutres qui se répètent décennie après décennie. Donc là, on peut imaginer qu'on a un pouvoir qui dicte des dimensions liées à l'urbanisme et qu'on a des spécialistes qui font ces poutres avec les bons modules, etc. On a aussi des constructions très complexes qui sont, on l'a dit, de grandes dimensions. On a du mal à imaginer que ça soit fait sans un spécialiste, vu les contraintes de charpente. Et puis, dans de très rares cas, on a aussi des tombes de charpentiers. Donc, un exemple à La Chaussée-sur-Marne, dans la Marne, 5e siècle avant notre ère, on a un individu qui a été inhumé et à côté de lui, on a tous les outils du travail du bois. Donc on peut imaginer que c'est une forme de reconnaissance dans la mort de son statut de charpentier. Donc voilà, on a quand même quelques indices, même si c'est difficile de dire que pour telle maison, un charpentier est intervenu. Voilà, ça reste des indices indirects. Oui, parce que c'est ça, c'est pas à pas, chantier après chantier, qu'on arrive à identifier les choses, et c'est pourquoi, nous le disions, l'archéologie préventive est si importante. Sur des maisons gauloises, il y en a des milliers et des milliers et des milliers. On pourrait dire encore une, regardez, 6 ronds noirs dans le sol, 6 poteaux. Mais par l'étude, on va peut-être apprendre un petit élément supplémentaire qui va nous permettre de comprendre tout cela. Dans la médiation qu'il faut faire sur les chantiers, parce que c'est important et les gens s'intéressent à ça. Il y a toujours, j'imagine, beaucoup de surprises. Et Mélanie Marcel, quand on étudie ici la maison en Gaule méditerranéenne, c'est vrai que le monde méditerranéen nous envoie au monde romain très rapidement, et ça permet aussi d'évoquer cette présence gauloise avec ses spécificités sociales aussi qu'on peut imaginer. Le charpentier enterré, ça veut dire que pour comprendre la maison, il faut aller voir dans les tombes. Tout est relié. La maison, c'est pratique en fait, c'est un bon point de vue pour essayer de comprendre une société. Oui, alors effectivement, la maison, ça nous permet aussi de comprendre l'habitat de manière plus grande, et puis après, en fait, ça permet de comprendre tous les modes de vie des Gaulois. C'est un petit élément, mais autour duquel gravitent toutes les activités domestiques, les activités artisanales, les activités agricoles, tous pratiqués dans cet espace en fait. Les activités rituelles aussi. Voilà, donc c'est vraiment le point d'ancrage de nombreuses activités qui nous permettent de mieux comprendre la société. Oui, parce que voilà, on peut vraiment dire que dans la maison, il peut y avoir toutes les activités, mais là, ça se déploie aussi selon, j'imagine, la richesse, la taille d'une exploitation, ou s'il y a un peu d'argent, on peut avoir un bâtiment pour stocker. Mais sinon, pour une cellule modeste, tout peut se passer dans la même pièce. Un peu d'artisanat parce qu'il faut réparer les outils, un peu de stockage, on dort là, on mange là, et tout ça
en pleine fumée. Oui, effectivement, la maison, elle est vraiment multifonctionnelle. C'est là où toutes les activités étaient réalisées. Il n'y a qu'à partir d'une certaine période qu'on peut voir certaines pièces réservées à l'artisanat se développer. Par exemple, pour le travail de la métallurgie. Voilà. Mais sinon, oui, tout se passe dans cette maison. Voilà, et cette maison gauloise, ça enquiquine un tantinet les Romains au moment de dominer notre territoire. Ainsi, ces barbares refusent Rome. Soit, c'est donc Rome qui ira à eux. Le venin du serpent le voilà. Leur chère forêt laissera la place à de glorieux immeubles. Encerclés par la civilisation romaine, ils seront condamnés à s'adapter ou à disparaître. J'ai confié la construction de notre magnifique cité au jeune architecte Anglégus. Anglégus a déjà conçu de nombreux édifices dont beaucoup ne se sont pas encore effondrés. Bravo, Anglégus. J'adore. Magnifique petite maquette. Comment vas-tu appeler ta glorieuse cité? Alors, au début, j'avais pensé... Non, c'était nul. Voilà, alors donc j'ai pas insisté. Tu as une proposition, sénateur Prospectus? Il faudrait un nom qui évoque Rome, mais qui soit pas vraiment Rome. Rhume. Rhume? Ouais, ce serait pas vraiment Rome. Quand même, j'ai peur qu'on confonde avec... Bon, alors, qu'est-ce que vous pensez du domaine des dieux? Ah bah c'est une bonne idée, ça fait un bon titre d'album des aventures d'Astérix, de Goscinny et Uderzo. Et puis là c'est le film Le domaine des dieux d'Alexandre Astier et Louis Clichy. Nous étions en 2014. Pierre Péfaut, là en faisant cet album-là, nous sommes dans la continuité de ce que nous entendions tout à l'heure avec Vitruve. Et Vitruve c'était le bien avant Astérix et Obélix. En plein dedans, dans le. Ouais, c'est ça. C'est dans la BD vraiment, on a au tout début, on a une image qui résume bien ça. C'est le village gaulois en fond, avec ses huttes, ses chaumières, et puis ce domaine des dieux, ce qu'il va devenir, donc avec vraiment là le blanc éclatant de la pierre, des édifices de spectacles, théâtre, amphithéâtre, des immeubles aussi. Donc là on a vraiment cette opposition, ce discours il est résumé en une image, à savoir la barbarie, la hutte d'un côté, et puis de l'autre la ville, la civilisation et la vraie architecture, quoi. Donc c'est exactement ça. Donc on voit que c'est cette théorie évolutionniste, cette opposition a eu la vie longue, et en fait elle continue à marquer notre inconscient collectif, parce que la recherche a beau déconstruire méthodiquement ces préjugés, les images d'Épinal sont si fortes. On avait encore des huttes gauloises dans les manuels scolaires jusqu'à il y a très récemment, quelques années en fait. Donc c'est très compliqué en fait de revenir là-dessus. Donc voilà. Nous mettons la hutte de côté, ça on l'a bien compris, pas de hutte dans ce monde qui nous intéresse. Et puis l'évocation même de la maison gauloise a un sens qui correspond à un temps. Mais à vous écouter, j'ai l'impression que cela dure très longtemps. C'est le Moyen-Âge et encore parfois jusqu'à des périodes très contemporaines. On va retrouver ce type d'habitat. Alors, peut-être pas pour l'habitation des humains, mais par exemple, au moment de construire un espace qui va servir d'étable, on peut retrouver des schémas qui ressemblent un petit peu à ça, même très récemment. Oui, on retrouve encore aujourd'hui des vieilles fermes construites en torchis, en briques de terre crue ou en boge. Et c'est même des techniques de construction qui reviennent à la mode pour répondre aux facteurs écologiques aujourd'hui, parce que c'est quand même beaucoup moins polluant. Après, il y a des nouvelles techniques qui sont mises en œuvre pour améliorer la technicité et l'adapter à notre confort moderne. Mais la terre est quand même une technique de construction vraiment intéressante. Non, et puis il faut savoir aussi que le bois, même à l'époque romaine, était utilisé, la terre et le bois étaient utilisés pour de l'habitat noble. Ça c'est quelque chose qui effectivement qui est assez récent, qui a surpris beaucoup de monde, mais on a des édifices très luxueux avec des peintures murales magnifiques de style pompéien. Donc on est vraiment là dans une élite, et en fait ces décors recouvrent des ossatures en terre et bois à l'époque romaine. Donc le bois aussi et la terre sont utilisés pour les élites. Ça couvre tout le spectre social. Et puis effectivement en fait quand on regarde les choses, quand on défocalise un peu, quand on regarde les choses sur le temps long, on se rend compte que la règle, c'est la terre et le bois dans l'histoire de la construction humaine. Et encore aujourd'hui, à l'échelle du monde, on a plus de la moitié de la population qui vit dans des maisons en terre ou en bois. En France, je crois que c'est à peu près une maison sur 6. Donc en fait, c'est assez énorme. Et donc, voilà, pour être un peu provocateur, on peut considérer que la maison romaine, c'est une anomalie en fait dans cette histoire très longue. Donc voilà. Et puis nous, en fait, on a connu une rupture au moment de la révolution industrielle, avec le développement du béton, du parpaing. Mais en fait, voilà, on est sur quelque chose. Nos standards architecturaux d'aujourd'hui sont en fait très récents. Et voilà, en gros, la réalité architecturale mondiale sur le temps long, c'est vraiment la terre et le bois.
Avec ici ces grandes continuités. C'est vrai que c'est important de le dire parce que là on parle de millénaires et jusqu'à aujourd'hui l'utilisation de la brique dans le nord de l'Europe, c'est de la brique et c'est pas de la pierre. Et ici on a notre maison qui est construite et la volonté, Pierre Péfaut, de montrer ces maisons-là à travers le village gaulois, à travers les parcs d'attractions, c'est aussi toute la limite en fait de la médiation du travail de l'archéologue. Et on vit tout ça sans cesse et on fait de notre mieux dans le cours de l'histoire, mais c'est comment diffuser les résultats de la recherche au plus grand nombre. C'est dur de lutter contre des images mentales. C'est vraiment très, très complexe. Il y a des personnes qui sont engagées sur ce qu'on appelle des archéosites, donc pour valoriser effectivement cela. En fait, c'est très compliqué parce que l'archéosite, vous allez construire une maison, 2 maisons, 10 maisons, 15 maisons avec un nombre de personnes réduit. Donc très vite, on a effectivement le format du village qui réapparaît. Et en fait, pour déconstruire aussi l'image de la barbarie gauloise, il faut montrer des villes gauloises parce qu'il y avait des villes gauloises. Alors il y a d'autres outils qui peuvent nous permettre de faire ça, c'est la 3D, c'est la restitution en 3D, maintenant on a même la réalité virtuelle, et c'est des choses qui sont de plus en plus diffusées, et qui donnent toute cette profondeur. On voit des sites absolument immenses avec des maisons partout, un urbanisme très régulier, des bâtiments publics. On a maintenant aussi ces images-là pour déconstruire les vieilles images d'Épinal, mais la difficulté pour nous archéologues, c'est d'essayer de ne pas trahir la donnée scientifique, on l'a dit. Les données sont souvent minces. Il faut rester prudent, il faut rester très, très humble face à la donnée. Et donc l'idée, c'est de à la fois déconstruire ces images-là sans partir trop dans de l'imaginaire et vraiment trahir la donnée primaire. Mélanie Marcel, j'imagine aussi que dans l'approche, il y a quelque chose qui est empirique, ça se fait à tâtons de mélanger ces approches archéologiques, anthropologiques, ethnologiques. Ça demande beaucoup de modestie, mais c'est dur aussi à expliquer, à diffuser auprès du plus grand nombre. Enfin, faut le faire, c'est ce que nous faisons. Mais ça intéresse, j'imagine, ça interpelle tout de suite. Alors effectivement, pour le grand public, comparé avec l'ethnologie, ça permet vraiment de donner une image un peu plus concrète au grand public. Après, scientifiquement, ça reste assez délicat parce que faut pas rentrer dans du comparatisme, comparer 2 sociétés différentes à 2 périodes complètement différentes. Donc oui, ça reste un exercice assez compliqué. Mais quand même, c'est un outil vraiment très intéressant pour nous répondre à certaines questions spécifiques, des thématiques bien particulières qui sont ciblées, et pour diffuser auprès du grand public. Oui, et puis voilà, et nous le dirons toujours avec force, il faut aller sur les sites, dès que vous voyez près de chez vous un chantier, des fouilles préventives, on peut y aller parce qu'il y a toujours cette médiation qui a lieu, et puis les musées, ne l'oublions pas, si on veut voir une vraie maison gauloise, on va dans tous ces sites archéologiques. Merci vivement à vous deux, Pierre Péfaut. Toute la Gaule du Nord, le bois était avec nous, Mélanie Marcel, ce monde méditerranéen, mais avec de la terre crue. Merci vivement à vous deux d'être venus dans le cours de l'histoire. Merci. Prochain épisode, au coin du feu. Oui, on va préparer l'apéro. Histoire de foyers médiévaux. Alors pour l'hypocrase, 1 litre de Bourgogne, quelques grammes de coriandre, de la cannelle, 30 grammes, une pointe de girofle, de la cardamone, 5 grammes, le gingembre, 15 grammes, toujours pour une bouteille de Bourgogne. Et c'est au coin du feu que cette émission a été préparée par Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum, Jeanne Coppet, Solène Roy et Maïwen Guizhou. Merci à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, pour son aide dans la recherche des archives, le cours de l'histoire. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et bien sûr l'appli Radio France.